ce premier épisode, ce sera intitulé « Le Père, le Fils et la Sainte de Paris ». Pour comprendre l'action déterminante de ce trio fondateur que constituèrent Childéric, son fils Clovis et Sainte Geneviève, il faut dire quelques mots sur l'intégration des barbares germains dans l'Empire romain. Ce dernier IVe siècle, le nombre en était restreint, limité à des individus ou à quelques familles, et c'est l'irruption des Huns qui va tout précipiter. En 407, une centaine de milliers de Germains traversent le Rhin pour arriver dans une Gaule comptant à peu près 5 millions d'habitants. Les Visigoths d'Alaric prirent Rome en 410, portant un coup fatal au pouvoir impérial d'Occident et accentua donc son déclin. D'autres barbares avaient déjà passé le Rhin après l'hiver 407, cherchant non pas à détruire, mais à s'installer. En 416, un traité permit la naissance d'un royaume barbare romain dominé par les Visigoths, incluant des Vandales et des Alains fixés en Espagne et en Aquitaine. Ces barbares avaient Toulouse comme capitale, et en 418, Théodoric Ier comme roi qui entreprit une grande œuvre d'organisation de son royaume, poursuivi par ses fils, Théodoric II en particulier, qui régnera jusqu'en 466. L'un et l'autre étaient ariens comme leur peuple, mais ils entretinrent des relations apaisées avec les catholiques, car rien ne liait la divinité du Christ. Théodoric continua comme son père à être un farouche adversaire des Huns. Sa dynastie faillit même faire l'unité de la Gaule avec son frère Euric et son fils Alaric II, roi en 484. Mais le royaume burgonde allait aussi s'étendre en Gaule. D'un arianisme plus modéré, sur les différents degrés d'arianisme, il deviendra finalement catholique. Il bénéficiera de reconnaissance romaine officielle en la personne de ses souverains et des bonnes relations avec les évêques catholiques. Il va s'étendre de la Suisse à la vallée de la Saône et du Rhône. Aussi, quand le roi franc Childéric entre en scène, son avenir en Gaule, comme celui de son peuple, est loin d'être évident. Les Francs saliens, à la tête desquels il se trouvait au nord de la Gaule, depuis à peu près 342, comme fédérés à l'Empire romain. Pour notre sujet, il faut relever qu'il avait combattu aussi aux côtés du célèbre Aetius contre Attila et ses Huns, et qui remporteront la victoire des champs cataloniques le 20 juin, en 451, et ils seront avec les Romains, ce seront des barbares ariens, ils seront aussi alliés aux Visigoths et aux Gallo-Romains catholiques, mais avec, pour les Francs saliens, un privilège vraiment pour l'Alliance romaine, compte tenu de leur implication décisive, par exemple, dans la victoire de 451. Et Childéric n'en verra pas moins, s'en verra justement confier la gouvernance de la Belgique seconde, et il exercera une certaine influence sur les villes du nord de la Gaule, comme Reims, Tournai, Soissons. Et toujours, il soutiendra le parti romain, en collaborant avec un autre général, Ægidius. Et quand en 461, suite au désordre romain, parce que c'est la décadence, Ægidius déclarera la Gaule indépendante, eh bien, il sera soutenu par Childéric Ier. Mais pour empêcher cette armée de marcher sur l'Italie, Théodoric et son frère Frédéric, là, ce sont les Visigoths, vont se battre et vont être vaincus à Orléans en 463 par Childéric. Frédéric va y perdre la vie et un an plus tard, Ægidius mourut. Mais le fils d'Ægidius, Syagrius, le remplaça
et s'installa à Soissons. C'était pas bon signe. C'était la zone d'influence de Childéric. Et pire alors, il va lui se rapprocher des Visigoths, qui était toujours la grande puissance d'Occident, et ce qui décidera Childéric à assiéger Paris en 476, mais du coup il entre en relation avec Geneviève, et elle n'est pas encore proclamée sainte, bien entendu, mais elle va jouer un rôle déterminant, parce que elle est l'héritière d'une très riche famille gallo-romaine de Nanterre, certainement d'origine franque, ce qui explique sa bonne entente avec Childéric, et elle a été très tôt remarquée par un évêque, l'évêque Germain d'Auxerre en 430, et elle est devenue vierge consacrée à 18 ans en 438. C'est une catholique très militante, douée d'une grande intuition, tant religieuse que politique et psychologique. De plus, elle détient par ses parents une autorité municipale sur Nanterre, sa ville d'origine, et Lutèce, qui prend de plus en plus d'importance en Gaule du fait de sa situation d'ancien camp militaire romain. Et sa préoccupation primordiale, elle est religieuse, farouchement anti-arienne. Elle comprend tout de suite qu'elle ne peut pas se fier à Syagrius, qui se rapproche des Visigoths ariens. Ceux-ci ont leurs partisans aussi à Lutèce, et elle connaît les ambitions de Childéric sur l'ensemble de la Gaule, et elle est parfaitement lucide quant à la fin de l'Empire romain d'Occident. Elle va donc rencontrer Childéric à Laon. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais on connaît le résultat. Un siège de Paris assez curieux, qui n'affamera pas les Parisiens, parce que les bateaux de Geneviève, comme par miracle, vont pouvoir passer pour aller chercher du ravitaillement sur les nombreuses terres dans la région, prenant évidemment aussi la Marne, les affluents de la Seine. Et Childéric, de son côté, fait porter tous ses efforts militaires contre Syagrius, qu'il arrive à contenir. Aussi, quand Théodoacre et ses Goths vont prendre Rome en 476 et renvoyer les insignes impériaux à l'empereur d'Orient, Zénon, restant ainsi, je vais le faire remarquer, dans la légalité romaine. Childéric va prendre le parti d'Odoacre, contre Syagrius, et il partira même en guerre contre les Alamans pour défendre l'Italie, et il mourra entre 477 et 480. Son tombeau, découvert en 1653 à Tournai, montre qu'il avait à la fois le titre de général romain et de roi des Francs, et qu'il était reconnu par l'empereur Zénon, même si ce trésor du tombeau a malheureusement été volé en 1831. Parce que nous en avons une description minutieuse de Jean-Jacques Chifflet, qui était médecin et archéologue, qui vécut de 1588 à 1673, et c'est par lui que nous connaissons la présence d'abeilles d'or à ailes fermées, qui peuvent ressembler de loin à des fleurs de lys. Et dans le tombeau, ces abeilles, eh bien, se révèlent comme un symbole de la royauté en France plus ancien que les fleurs de lys. Ce qui inspirera bien sûr Napoléon, comme d'autres éléments d'ailleurs liés au sacre, nous le verrons. Cette tombe donc confirme aussi que Childéric est mort païen, ce qui fut autant pour Geneviève que pour les évêques de Gaule un motif principal pour privilégier sa famille pour l'établissement d'une dynastie catholique. Je suis un peu étonné, oui, mais passer par l'intermédiaire de l'hérésie arienne, qui niait, je l'ai dit, la divinité du Christ, pouvait en effet s'avérer dangereux pour un chef barbare qui se trouvait ainsi investi des deux pouvoirs religieux et politiques. Alors que devenir catholique impliquait d'abandonner le pouvoir religieux. Il y avait le pape. On comprend mieux alors la lettre de Rémy, évêque de Reims, à Clovis en 482. Une grande nouvelle est parvenue jusqu'à nous. Vous avez hérité du gouvernement de la Belgique seconde.
Rien d'étonnant à ce que tu sois à tes débuts, ce que tes parents ont toujours été, à ce poste dominant et si élevé, où t'as porté ton mérite et ton active humilité. Tu dois avant tout veiller à ce que le Seigneur ne te retire pas sa faveur, car comme le dit l'adage, c'est aux actes qu'on juge l'homme. Tu devras t'en rapporter aux évêques qui t'entourent et toujours recourir à leurs conseils. Et il est toujours barbare, voilà, le païen. Et ce jeune homme de 15 ans ne déçut pas, parce que très rapidement, il va se révéler comme un excellent militaire. Dès qu'il battra Syagrius en 486, la bataille de Soissons, il lèvera le siège de Paris. Vers 493, il épouse Clotilde, une princesse burgonde catholique. Et en paix avec Paris, il peut voir plus souvent Geneviève. Celle-ci avait fait bâtir une église pour abriter les restes de Saint-Denis, premier évêque de Paris, mort martyr. Et elle avait réussi à convaincre Clovis de construire une autre église dédiée aux saints apôtres, Pierre et Paul, sur l'actuelle montagne Sainte-Geneviève, en 508. Et ce lieu va devenir l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, dont le clocher, appelé Tour Clovis, est encore visible au lycée Henri IV. Alors, Clovis était-il baptisé depuis longtemps? C'est une question. Certes, à la bataille de Tolbiac, contre les Alamans, en 496, il avait fait sa promesse au dieu de Clotilde de se faire chrétien s'il était vainqueur. Il remporta la victoire, alors que le combat était très mal engagé pour lui. Il n'est pas certain qu'il fut baptisé au Noël suivant, mais il laissa la vie sauve aux vaincus, ce qui n'était pas l'usage. Je crois qu'on peut être sûr du commencement d'une réflexion à ce moment-là, mais qu'il fallut plus de temps pour une décision qui aurait forcément de graves conséquences. En fait, le pèlerinage au tombeau de Saint-Martin, encouragé par Geneviève depuis longtemps, fut certainement décisif. De nombreux miracles s'y produisaient. Clovis, très certainement tenté par l'arianisme, en fut témoin. Or, les Ariens ne pratiquaient pas la vénération des saints. Et dans son aller-retour, pour combattre les Visigoths d'Aquitaine, qu'il vainquit à la bataille de Vouillers en 507, Clovis passa forcément 2 fois à Tours. Et c'est à son deuxième passage, en 508, qu'il reçut les insignes consulaires romains de l'empereur d'Orient, et qu'il se ceignit lui-même d'un diadème dans une église dédiée à Saint-Martin, après s'être aussi revêtu de pourpre. On peut comprendre alors qu'il ait pu être accompagné de nombreux soldats pour être baptisé en même temps que lui, sans doute vers Noël 508. Sage précaution. Le rite baptismal comportait aussi l'onction du Saint-Crème. Voilà pour la sacralisation chrétienne. Et pour ce qui relevait des coutumes païennes qui existent encore, l'élévation sur le pavois lui avait été accordée après les acclamations d'usage, à l'instant même de la mort de son père. L'adoubement impérial était acquis depuis Tours, aussi sans recours à la Sainte-Ampoule, mais au seul crème, le monde catholique gallo-romain considéra avoir rétabli la forme de monarchie israélite sacrée, au bénéfice de la famille de Clovis, comme elle l'avait jadis été pour celle de David. Le principe dynastique était posé. Clovis put réunir un concile d'évêques gallo-romains à Orléans, le 10 juillet 511. Ceux-ci le désignèrent
comme Rex Gloriosus, fils de la Sainte Église. Mais il ne se comporta pas en chef religieux, se contentant de présider et d'écouter, sans jamais imposer d'avis doctrinal. Si l'on réfléchit alors à la situation politique de ce temps, entre l'empereur d'Orient, Anastase, penchant vers le monophysisme, hérésie qui écrasait l'humanité du Christ par sa divinité, et puis Théodoric, l'arien, le pape de Rome qui ne disposait pas de territoire encore bien défini, ne pouvait compter que sur un seul allié, Clovis, le roi catholique des Francs. Clovis mourut le 22 novembre 511, laissant une œuvre inachevée, car les règles de succession n'étaient pas complètement établies. Le principe dynastique l'était, lui, et ce fut un de ses fils qui lui succéda.